Hello les grognards, on continue les vidéos sur les cartes de stratégie et cette fois on continue avec l'extension prussienne pour la terminer puisqu'il reste quelques cartes dont je n'ai pas parlé volontairement dans la vidéo précédente. Pourquoi? Parce que ce sont soit des cartes très spéciales, soit nous allons le voir tout de suite, des cartes qui sont liées au contournement et je voulais faire cette petite vidéo en commençant par le contournement. Parce que dans l'extension prussienne, il y a 3 cartes de stratégie qui sont marche forcée, contournement parfait et rappel, qui sont là pour altérer les effets du contournement. Alors on va tout de suite commencer par marche forcée. Pourquoi? Parce que marche forcée, c'est une carte qui va s'associer à une de vos unités d'infanterie en contournement. Donc voilà, un peu comme à bribes abattues. Donc on se rend compte que, à force de jouer, que 99% des joueurs effectuent des contournements avec de la cavalerie légère. Les Français peuvent le faire avec les dragons, qui sont ni légères ni lourdes, mais c'est assez rare. Donc contourner avec une infanterie, ça donne un effet de surprise. Votre adversaire va toujours se demander ce qu'il en est. Et puis surtout, il va peut-être faire une erreur. Alors, maintenant que je vais vous le dire, il y a de fortes chances que les gens fassent moins l'erreur, mais dans les affres de la bataille, le stress, les mauvais dés, spécial dédicace pour toi, Master Go, en fait, il peut se passer tout et n'importe quoi. Alors, vous contournez avec votre infanterie, vous avez associé la carte comme c'est indiqué, vous avez un bonus de +1 pour lancer votre dé, donc vous contournez de la même façon qu'une cavalerie légère. Et là, c'est intéressant. Votre adversaire va dire « Mais qu'est-ce qui me fait encore ce joueur français quoi ?» Eh bien, tout simplement, l'intérêt, c'est que lorsque vous allez réussir, vous avez donc votre infanterie, elle a réussi son contournement, donc du coup, elle a son bonus de +1 en tir. Et là, vous vous retrouvez avec une unité qui a 4 en tir. Là, ça commence à devenir sympa, parce qu'à moins de faire 1, vous mettez une perte à l'adversaire. Et il y a très souvent, en réserve, des unités qui sont blessées. Et c'est celles que vous allez essayer d'aller chercher. Là, l'intérêt, en plus de tirer, c'est que vous faites votre jet, vous échouez, il se passe rien pour vous, vous réussissez, tant mieux. C'est pas comme une mêlée où l'adversaire étant engagé va lancer le dé. Là, c'est un tir. Le tir, c'est propre, c'est tranquille. Mais comme votre adversaire ne sait pas ce que c'est, eh bien, souvent, il va, ou il l'a même déjà fait, met son unité, je vais le mettre comme ça pour que vous voyez bien, dans une ferme, pour gagner son bonus. Et puis, il reste dans l'idée que c'est de la cavalerie, qu'il est protégé. Et là, pas du tout en fait. Vous allez pouvoir carrément l'allumer. Voire même, si vous êtes très vicieux et que vous lancez la mêlée, vous pouvez vous retrouver dans un cas où, certes, vous n'aurez pas votre bonus de contournement parce que vous n'aurez pas fait un tir. Je vous rappelle que pour le tir, pour l'infanterie. Mais l'autre intérêt, c'est que vous allez capturer le terrain. Alors, un terrain capturé en contournement est automatiquement défaussé. Par contre, ça compte si vous avez l'objectif qui dit qu'il faut capturer un terrain pour le gagner. Voire même si c'est une redoute en réserve, une ferme fortifiée pour X raisons, ça vous donne un point de victoire et votre adversaire ne peut pas la récupérer. Donc c'est un point de victoire sûr. Et ça peut être sympa. Mais on va prendre le cas en fait de, vous vous en moquez de la ferme, vous voulez pas vous embêter, vous faites votre tir avec 4. Et là, les probabilités de détruire sont très fortes. Imaginons un cas où voilà l'unité blessée n'en a que 2. Donc vous vous dites, qu'est-ce qui se passe? Je fais un tir, je vais le chercher en mêlée, il y a des questions. Mais là, on a pris le cas de l'infanterie classique. Maintenant, imaginez que vous ayez contourné avec des grenadiers français. Là, la mêlée, elle est beaucoup plus sympa, quoi. Parce que vous attaquez le bâtiment, vous passez à +3, au lieu d'être à +2. Plus, éventuellement, les cartes de mêlée que vous avez en main. Officier, baïonnette au canon, et ainsi de suite. Si vous avez contourné avec du prussien, là, vous avez encore +1 en tir si la cible est dans un bois ou un bâtiment. Donc là, carrément, les Jägers prussiens, ils passent à 5 en tir. Ils font la perte sûre. Donc dans ce cas précis, vous êtes sûr de l'éliminer. Et dans ce cas-là, vous êtes forte chance de lui refaire faire un jet de morale et voire même de la détruire. Il y a d'autres cas sympas.
qui sont pas faits. Vous contournez. Ah non, les Highlanders peuvent pas. Ah, c'est vrai, j'avais oublié. Vous contournez pas avec les Highlanders. Donc ça, attention. Vous voyez, on s'emballe, mais les Highlanders, c'est vraiment marqué. Donc il y a des cas qui peuvent être faits. Les Jäger autrichiens, en fait, qui ont accurate, et ben ils se retrouveraient dans le même cas en fait des Jäger prussiens. Parce que comme accurate, ils sont élites face à une unité qui n'a pas de statut, ils auraient encore plus un. Vous pouvez contourner avec des opolcheni russes qui vont aller bloquer l'adversaire en mêlée. Vous vous en moquez, c'est fait pour. La Landwehr autrichienne, qui est aussi de l'auxiliaire. Vous pouvez contourner avec. Vous allez voir, vous allez engluer votre adversaire dans sa propre réserve. Et à un moment, vous allez la faire sauter. Lui, il aura fait sa vie parce qu'il se dit très bien que vous faites ça pour le faire chier. Et vous allez continuer, faire un tir avec peut-être que 2, relancer une mêlée. Donc, contourner avec une infanterie, c'est quelque chose qu'il faut se faire. Et puis en plus, votre adversaire va devoir jouer des activations dans sa réserve, faire des mouvements, et pendant qu'il joue ici, il joue pas sur sa première ligne. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Par contre, une chose dont il faut vraiment se souvenir, c'est comme c'est marqué sur Marche Forcée, c'est une carte qui s'associe. Ce qui veut dire que cette carte ne peut pas être copiée par la contre-attaque prussienne. On va y revenir tout à l'heure. Donc voilà, comme quoi, l'infanterie, c'est vraiment la reine des batailles. Hein. C'est pas pour rien que son évolution dans les guerres de sécession fera que ça deviendra l'outil militaire le plus utilisé. La seconde carte dont on va parler pour le contournement, c'est contournement parfait. Alors, contournement parfait, c'est une carte qui a 4 en initiative. Donc ça reste très bon pour pouvoir la jouer en initiative si vraiment vous n'arrivez pas à l'utiliser ou si la situation ne se met pas. Alors, qu'est-ce qu'elle dit cette carte? Elle dit que vous devez jouer cette carte sur une unité qui a réussi son contournement. Donc là, on va prendre une cavalerie légère, voilà, elle a réussi son contournement, parfait, elle est en attente d'être activée pour faire le ménage dans la réserve adverse. Et en plus, bien sûr, de découvrir les unités qui étaient face cachée. Mais l'intérêt, c'est que lorsque vous réussissez votre contournement parfait, vous pouvez regarder un objectif secret de votre adversaire. Ce qui vous permet d'avoir une information sur les objectifs qu'il a réussi ou ceux qui seraient sur le point de réussir. Par exemple, il a détruit déjà une unité d'élite de la garde, la partie est assez serrée, ça peut jouer au point près, vous avez une unité d'élite blessée en première ligne, vous vous dites, bon, je vais pas la laisser parce que maintenant, je sais qu'il va s'acharner dessus. Ou alors, vous allez faire en sorte de elle la tenir avec un drapeau, en la protégeant, et ainsi de suite. Donc déjà, vous avez l'information. Mais il y a un autre effet à contournement parfait, c'est que vous allez pouvoir défausser un objectif, en fait, de votre adversaire. Vous le forcez à le défausser. Donc bien sûr, vous allez lui faire défausser un objectif qu'il a déjà réussi. Comme ça, il s'est mis en situation pour marquer ce point de victoire, et ma cache, ça ne servira à rien. Donc ça c'est fait. Et vous allez, pour le faire, en fait, défausser un de vos objectifs. Donc ça tombe bien, vous défaussez un objectif que vous n'avez pas réussi pour défausser un objectif que l'adversaire a réussi. Et là, vous allez repiocher chacun un objectif. Donc, voilà, c'est un petit effet, c'est rigolo. Souvent, les gens me disent « Ouais, mais ça mérite pas sa place ». Mais ce qu'il faut savoir, c'est que comme vous savez que je travaille sur la prochaine extension, je travaille aussi sur des cartes qui vont rentrer en combinaison avec d'autres, de façon à ce que des cartes qui sont moins jouées et moins intéressantes, comme le contournement parfait, eh bien, le deviennent. Donc, contournement parfait risque de devenir intéressant avec une carte qui va s'appeler aide de camp. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Voilà. Mais vous allez pouvoir peut-être faire maintenant une petite stratégie dans votre deck qui va être basée sur les objectifs et contournement parfait pourra y rentrer parfaitement. En plus d'avoir son 4 d'initiative. Hein. On joue tous des cartes que l'on sait qu'on a très peu de chance en fait de vraiment mettre en place. Mais comme il y a 4 d'initiative, on prendra l'initiative au moment opportun. Donc voilà. Donc je vous invite vraiment à surveiller contournement parfait par rapport à la sortie de la prochaine extension.
On continue avec la carte rappel, qui a une initiative de 3, donc c'est assez correct. Le texte est assez simple, puisque vous allez forcer votre adversaire à faire un test de morale à 7+, avec l'unité qui est en contournement et qui ne l'a pas encore réussi. Donc, étant donné que la plupart du temps, on contourne avec des unités dites régulières, à quelques exceptions près, on peut imaginer que votre adversaire, en fait, a un petit 3 en morale. Donc, pour réussir son jet à 7+, il va devoir faire un 4, ce qui veut dire que vous avez donc 50% de chance que votre adversaire échoue à son test de morale. Et là, ça devient un petit peu chiant, parce que s'il échoue, l'unité doit repartir en réserve. Alors, étant donné que vous n'êtes pas obligé de le faire immédiatement, il y a 2 cas. Le premier cas, c'est votre adversaire en fait active son unité pour partir en contournement, et avant la fin du tour, vous l'obligez à faire son test de morale. S'il échoue, il repart en retraite, et là, il a perdu une activation. Là, perdre une activation dans un tour... Bon, c'est toujours un petit peu chiant, parce que est-ce que le tour prochain, il va relancer le contournement? Est-ce que la situation sera propice? Vous ne savez pas. Mais en tout cas, vous le faites vraiment chier. Donc ça, c'est les cartes un petit peu fourbes que j'aime beaucoup jouer. Mais cette carte, elle peut être jouée aussi d'une façon un peu plus risquée, mais un peu plus fun et encore plus chiante pour votre adversaire. Le principe consiste à dire, votre adversaire s'est activé, il a emmené le contournement, et puis allez, voilà, il fait un petit 1, un petit 2, un petit 3. Il ne réussit pas à contourner du premier trou. Donc, son unité, vous savez, gagne un petit bonus, ce qui va lui permettre maintenant, tous les tours, d'avoir encore un bonus de +1, voire +2 si c'est une cavalerie légère. Mais il se retrouve dans ce cas précis. On arrive au second tour de jeu, et là, votre adversaire, ne se doutant pas que vous jouez rappel ou que vous l'avez, il avait fait rentrer des unités en réserve. Voire des unités, en fait, blessées, ont été obligées de revenir. Et il se retrouve avec, peut-être, vous voyez, une première ligne, pas n'importe quoi, une réserve qui serait remplie. Avec ou sans blessure, hein, ça n'a pas du tout d'importance. Et comme vous faites rappel, à partir du second tour, et que son unité est obligée de revenir en réserve, on se retrouve dans la case qu'est-ce que je fais avec mes unités? Et là, vous pouvez l'obliger à remettre une unité sous son paquet. S'il veut pas, il peut peut-être vous donner un point de victoire, mais quoi qu'il arrive, ça va l'embêter. Donc, si vous jouez rappel, attendez de voir ce qui se passe dans la partie, attendez de voir s'il y a des unités en contournement qui sont revenues, attendez que sa réserve soit remplie, parce que si vous faites votre rappel, en plus d'avoir perdu son marqueur activation, vous l'ennuyez encore avec une réserve remplie qui va devoir gérer. Ça, c'est le psychologique. Vous jouez sur le psychologique de l'adversaire. C'est un jeu de société. On lance des dés, on joue des cartes, on ne sait pas ce qu'a l'adversaire. Donc, il y a toujours une petite partie de stress. Faut jouer là-dessus. Votre adversaire va être ennuyé. Et pendant qu'il est ennuyé, il va se concentrer là. Et peut-être qu'il ne verra pas une manœuvre importante à faire. Donc, à vous de jouer. Donc, voilà. Donc, ça fait partie des cartes ennuyeuses, un peu comme morale faible, qui sont assez rigolotes. De toute façon, vous jouez votre carte. Vous réussissez, tant mieux. Vous ratez, tant pis. Vous faites tourner votre deck. Mais c'est un jet de morale à 7+. Et 7+, ça peut vite être fatigant. Napoléon a perdu à Waterloo. Malheureusement, on est tous tristes. Le 18 juin, nous habillons en noir et nous pleurons. Mais il a été vaincu par deux nations. Les coalisés dirigés par les Britanniques et les Prussiens. C'est donc pour cela que ces deux nations ont cette carte très très chiante qui s'appelle la chute d'un empire. Eh oui, donc là c'est une carte qui est très très chiante parce que lorsque vous allez faire votre petit 6 au dé avec votre artillerie, votre tir, votre mêlée, vous allez mettre 2 pertes sur une unité, vous êtes heureux de bonheur. Et bien là, les ennemis de la France vous jouent cette carte et vous obligent en fait à relancer le dé. Et bien sûr, ils vont faire en sorte que vous gardiez le plus bas. Donc ça, il faut s'y attendre. Il faut s'y attendre que lorsque vous jouez contre coalisés ou prussiens, qu'à un moment, votre belle réussite puisse se transformer en un lamentable échec à cause de cette carte.
C'est comme ça, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Vous êtes français, c'est à peu près normal. Par contre, si vous êtes autrichien ou russe, vous allez vous la manger quand même. Voilà, ça, vous êtes tranquille. Il n'y a pas de raison, hein. Il n'y a pas que Napoléon qui peut se faire avoir. Les Britanniques et les Prussiens, c'est leur petite spécialité. Donc c'est une carte qui a une très très faible initiative à 1, mais vous la jouez pas pour l'initiative, hein. Vous la jouez pour vous sauver les fesses lorsque l'adversaire vous sort un 6 de l'espace. Voilà, ou même parfois, vous savez, il tire avec son artillerie sur une colline, il fait un 5, les 2 pertes vous détruisent ou vous mettent à mal, vous demandez de relancer. Alors, j'ai une petite préférence pour jouer cette carte lorsque l'adversaire n'a pas de bonus. Parce que dans le cas où il ferait 2 blessures sur 5-6, vous connaissez les probas maintenant, c'est 33% de chance. Il relance le dé, ça m'ennuierait qu'il refasse un 5. Voilà. Alors que si il fait ses 2 pertes que sur un 6, là, les probas sont vraiment en ma faveur qu'il ne le refasse pas. Donc voilà. Mais ça, après, c'est selon la situation, selon votre façon de jouer, selon les blessures qu'il y a sur les unités, les cartes que vous avez en main. Voilà, c'est vous qui décidez comment vous préférez la jouer, mais c'est une carte qui en général, il n'y a aucune raison de ne pas la jouer. Vous devez la jouer en 1 exemplaire au minimum si vous jouez prussien ou coalisé, parce que vous allez la jouer, c'est sûr. Alors, si vous jouez contre Master Go, ne la mettez pas. Il n'y a pas besoin. Il arrive, il fait pas de 6. Donc voilà, ça c'est, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, je vais créer une carte spécialement pour lui, je pense. Une carte qui rajoute plus 3 au jet de dés dans n'importe quelle situation. Parce que voilà, trêve de plaisanterie. Malheureusement, Napoleon Saga, il y a des dés, et même le meilleur joueur peut être amené à faire des mauvais jets de dés cumulés. Et là, on en revient sur le moral dont je parlais. Il faut pas vous abattre. Il faut continuer à jouer normalement et à faire votre stratégie. Hier soir, je discutais sur le Discord avec un joueur qui est plutôt débutant. Voilà, un petit coucou à Francis, et je lui donnais un conseil que je donne à tous les joueurs qui débutent, ou s'il y a un moment ils perdent pied. Il y a des joueurs qui m'ont déjà dit qu'à certains moments, voilà, ils se sentaient pas, ils disent ah merde, j'ai pas de chance, j'y arrive pas, puis le joueur, pardon, excusez-moi, il fait encore un 6, voilà. Continuez de jouer comme vous deviez. Concentrez-vous, mettez-vous quelque chose dans la tête, pensez à quelque chose et jouez normalement. Et le meilleur conseil que je peux vous donner, que je donnais hier soir, c'est jouer par les probabilités. Commencez par les actions qui ont le plus de chances de réussir. L'exemple d'hier, c'était une artillerie sur une colline, une infanterie dans une ferme fortifiée. Vous avez +1, vous allez tirer avec un bonus de +4 au total. Commencez par cette action. Pourquoi? Parce que souvent, vous allez la réussir et un petit coup de hurrah, ça vous fait plaisir, j'ai réussi, et vous repartez comme en 40. Enfin, comme en 1812, 1813, voilà. Voilà, donc si vous sentez que ça va mal, calmez-vous, lisez vos cartes, lancez les actions qui ont le plus de chances de réussir, et reprenez l'ascendant sur votre adversaire. Parce que malheureusement, moi je suis un joueur de Magic, j'en ai vu des joueurs en fait s'effondrer en tournoi et faire n'importe quoi alors qu'ils auraient dû me battre et perdre. Voilà, donc ça, le moral d'acier, c'est super important. Et puis on se rappelle, hein, les gars, c'est qu'un jeu, donc même quand on perd, quoi qu'il arrive, on dit bravo à l'adversaire, on le félicite et puis on rechange son deck et on essaye de repartir de plus belle. Donc la chute d'un empire fait partir de ces cartes. C'est chiant, hein. Moi quand je me la mange, je me dis mais pourquoi j'ai créé cette carte à ces Anglais, voilà, et pourtant je le fais. Et puis là après, je me rappelle que j'ai aussi créé des cartes pour nos amis français. Vive la France, vive l'empereur, ça me paraît évident. Je ne comprends même pas que dans ce jeu, la France ne gagne pas à chaque fois. Alors, petite carte que j'adore, hein, pour l'empereur. Déjà, juste le nom me fait rêver, me vend du rêve. Ça a été crié par des milliers de soldats lorsqu'ils avançaient. C'est une carte qui est vraiment très très forte du côté français. Il faut la jouer vraiment en un exemplaire minimum, voire limite si vous jouez français, jouez-la en 2. 4 d'initiative, si vous n'avez pas besoin de l'utiliser,
vous la crachez pour initiative. Et cette carte que vous jouez pendant la phase reformer les rangs, eh bien c'est la seule carte du jeu qui vous permet d'aller chercher une carte de stratégie dans son paquet. Le défaut de la carte, c'est que vous devez la jouer à la phase reformer les rangs, ce qui veut dire que vous devez déjà avoir en tête la carte que vous allez chercher ou la stratégie que vous voulez mettre en place. Mais c'est ultra puissant. La cavalerie lourde va vous défoncer, vous partez chercher un bâtiment. Vous avez une artillerie en jeu, vous voulez mieux la positionner, eh ben vous allez chercher une colline. L'empereur était un officier d'artillerie à la base, donc hop, il sait où placer l'artillerie. Vous voulez une carte très spécifique pour gagner peut-être l'initiative au prochain tour parce que vous allez en avoir besoin, vous allez chercher en avant ou une détermination. Vous pouvez chercher tout ce que vous voulez dans votre deck. Donc ça, il n'y a pas de raison de ne pas la jouer. Le joueur français qui ne la joue pas, il me change immédiatement son deck et il la met. 4 d'initiative et cet effet-là, voilà, c'est merveilleux. Vous êtes les seuls à l'avoir. C'est pour représenter que l'empereur était un génie tactique et stratégique. Et voilà, donc rien d'autre à dire. Une nouvelle fois, vive la France, vive l'empereur. On va terminer par la carte spéciale du Prussien qui se nomme Contre-attaque. Alors, Contre-attaque, c'est une carte qui est assez puissante aussi, mais que vous n'êtes pas obligé de jouer en 2 fois dans votre deck prussien. Certains decks, je considère, doivent la jouer 2 fois, d'autres, une seule fois va suffire. Alors, déjà, 4 en initiative, donc rien à dire, hein, c'est bon aussi. C'est une carte que vous devez jouer pendant la phase combat. Et c'est une carte qui vous permet de copier l'effet de la dernière carte de stratégie qui est jouée par votre adversaire. Ça, voilà, c'est un petit peu embêtant pour votre adversaire parce qu'il ne peut pas le voir venir. Donc, peut-être il va faire une baïonnette au canon et vous dites, moi aussi je voudrais bien avoir le +1. Donc, vous lui laissez jouer baïonnette au canon. Une fois que la carte en fait a été jouée et défaussée, qu'elle est donc dans sa pile de défausse, vous pouvez la jouer et gagner aussi le +1. C'est une carte que je joue beaucoup, par exemple, lorsque je joue prussien et que l'adversaire joue la carte qui permet de lancer 2d6 en mêlée. Nous pouvons y arriver, mais mince, j'ai un trou de mémoire. Je me souviens plus, vous me le direz dans les commentaires. Moi je me dis, moi aussi j'ai bien envie de lancer 2d6, ça m'intéresse. Mais j'ai déjà copié un tir parfait sur l'artillerie, un embusqué pour l'infanterie, un à couvert, enfin voilà. Vous avez quand même beaucoup de cartes que vous pouvez copier. Le spectre est assez large, hein, donc c'est assez intéressant. Par contre, il faut pas oublier que cette carte ne peut pas copier des cartes qui s'associent ou des cartes terrain. Donc voilà, votre adversaire a joué un terrain pendant la phase d'avant, il n'a pas joué de carte stratégie, donc c'est vraiment la dernière carte qui est dans sa face visible, dans sa défausse, vous pouvez pas le copier. Donc vous pouvez pas copier les cartes qui s'associent, donc vous pouvez pas copier le drapeau, vous pouvez pas copier l'officier, vous pouvez pas copier l'escadron supplémentaire pour la cavalerie. Mais attention, vous pouvez pas copier, et on l'a vu tout à l'heure, marche forcée pour l'infanterie, parce que ça s'associe, comme vous ne pouvez pas copier à bride abattue, la carte qui donne un nouveau bonus de +1, justement sur les contournements de cavalerie légère. Donc voilà, il y a quelques petits cas, mais en règle générale, vous copiez pratiquement ce que vous voulez. Voilà, c'est très fort. L'adversaire, je sais pas qu'il s'y attend pas parce que c'est comme si vous aviez la carte en main, mais ça vous permet par exemple de considérer que vous jouez 3 fois baïonnette au canon, voire 4 fois, parce que quand l'adversaire va la jouer, vous jouez pas la vôtre, vous jouez votre contre-attaque et vous jouerez votre propre baïonnette au canon, que vous l'ayez en main ou pas, plus tard. Donc ça permet de potentiellement d'avoir, je vais dire, 3 fois, 4 fois la même carte jouable de votre côté si l'adversaire joue une carte en 2 ou 3 fois, en 1 ou 2 fois. Prenons tir parfait par exemple qui donne +1 au tir d'artillerie. En règle générale, elle est très jouée. Vous la jouez 2 fois, votre adversaire la joue 2 fois. Eh ben, vous allez l'utiliser 4 fois.
Ah oui, le joueur prussien, il vient de comprendre là. Ah bon, 4 fois dans la partie, je vais me donner +1 en plus de ma colline? C'est plutôt pas mal, dis-moi. Voilà, alors heureusement, il n'y a pas d'artillerie à cheval prussienne, vous avez remarqué. Donc heureusement, parce qu'autrement, ça commencerait à piquer. Hein. Les boulets prussiens, ils feraient beaucoup de dégâts. Donc contre-attaque, très simple à jouer, c'est rapide, c'est efficace, c'est concis. Je vous invite vraiment à la jouer. Alors, la dernière carte dont je voulais vous parler, c'est la carte Train d'artillerie. Alors, Train d'artillerie, c'est une des rares cartes qui a 5 en initiative. Donc, c'est très très fort. Et c'est une carte qui a une double utilité, mais je me suis rendu compte que elle était surtout utilisée pour sa première capacité, alors que c'est très dommage. Alors, on va mettre la carte. Premier effet, cherchez dans votre paquet armé une unité d'artillerie et placez-la en réserve. Donc, bah là, c'est bien, vous n'avez pas d'artillerie en jeu où vous voulez aller chercher votre deuxième. Hop, vous allez chercher dans votre paquet et vous mettez votre artillerie. Donc là, super pratique. Hein. Vous en avez pas, vous allez en chercher une. Vous en cherchez une, vous en allez chercher une seconde. Donc, les armées qui viendraient à jouer 3 artilleries, l'objectif, c'est d'en avoir tout le temps 2 sur le champ de bataille. Donc voilà, ça, il faut la jouer aussi. Mais c'est une carte qui a un autre effet, puisque vous pouvez déplacer gratuitement une de vos unités d'artillerie sans utiliser de marqueur activation, si bien sûr cette unité n'a pas été activée. Donc, vous avez par exemple vos 2 artilleries en réserve, et celle-ci a été activée. Pour une raison quelconque, vous n'avez pas activé celle-ci parce que vous avez l'intention de la monter en seconde ligne, donc vous avez fait vos actions normales, vous avez fait vos 3 activations, et bien, en fin de tour, vous dites, bah voilà, j'utilise la carte Train d'artillerie, et puis je monte gratuitement mon artillerie, puisqu'elle n'a pas été, activée. Et l'unité qui monte gratuitement, qui se déplace gratuitement, ne peut pas être activé ce tour. C'est aussi l'autre condition, parce qu'autrement ça serait super balèze, hein. Ça ferait déplacement gratuit pour l'artillerie, tir avec l'artillerie, ça ferait une double action, ce qui n'est pas possible. Ça, c'est vraiment la capacité de l'artillerie à cheval. Donc ça, c'est quand même intéressant de jouer ce repositionnement d'artillerie gratuitement. Alors pourquoi? Bah, peut-être que vous avez une artillerie en fait qui est en jeu et votre adversaire a réussi un contournement où il est sur le point de le réussir. Donc vous vous dites bon, ça pue un peu, c'est toujours chiant de perdre une activation pour monter son artillerie à pied. Voilà, c'est l'adversaire, voilà, il a réussi son contournement, vous faites ouh là 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 là, il va venir me chercher. Et bah vous faites vos 3 actions tranquilles dans le tour, et puis fin de tour, vous montez en fait votre artillerie qui n'est plus ciblable. Donc ça aussi c'est une utilisation pour être en défense, pour éviter de perdre son artillerie. Ça peut être aussi, vous avez l'intention de monter votre artillerie justement en seconde ligne pour tirer plus loin, ou justement pour faire de la place, ou X raison, et bah pareil, c'est un déplacement gratuit. Donc c'est vrai que c'est très fort d'aller chercher une artillerie dans son deck armé, parce que ça évite le problème de jouer sans artillerie, et je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont du mal de jouer sans artillerie. Mais c'est tout à fait possible. Bah là, vous avez une carte qui permet de vous aider. Et si vous avez une de vos artilleries, voire les 2, bah c'est pas grave, vous la jouez avec l'initiative. 5, c'est monstrueux. Donc voilà, donc c'est une carte qui est très simple à jouer et qui est très pratique. Par contre, il y a un petit cas qui est l'artillerie à cheval. Parce que lorsque vous allez utiliser justement Train d'artillerie pour déplacer votre artillerie à cheval, que ce soit de la réserve vers votre seconde ligne ou de votre seconde ligne vers la première ligne, vous ne pouvez pas utiliser l'action de tirer immédiatement après un déplacement, parce que vous n'avez pas été activé. Comme c'est un déplacement gratuit et uniquement un déplacement, votre artillerie à cheval se déplace déjà, elle ne peut pas tirer derrière. Voilà, c'est le petit truc à savoir, parce qu'autrement ça serait encore plus puissant, hein. Ça serait je me déplace et je tire, et en plus je me suis pas activé, donc voilà. Donc attention, l'artillerie à cheval, comme l'artillerie à pied, avec l'utilisation de train d'artillerie, ne peut faire qu'un seul déplacement et pas d'action de tir.
Voilà, voilou. Et bah écoutez, on a fait le tour des cartes de stratégie dont je voulais vous parler. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura permis d'avoir une autre vue, une autre forme de stratégie sur certaines cartes. Voilà. Et puis comme toujours, si ce n'est pas fait, venez nous rejoindre sur le Facebook, venez nous rejoindre en fait sur la communauté Discord, voilà. Et puis abonnez-vous à la chaîne pour voir les vidéos, les stratégies. Alors j'invite en fait les joueurs qui aimeraient faire en fait une petite vidéo sur un sujet qui les tient à cœur, ou si ils ont une petite stratégie, une petite tactique qu'ils veulent mettre en place, justement de faire leur vidéo et de me l'envoyer, que je puisse la poster. Voilà, alors pas un truc basique, on est d'accord, vraiment si vous avez une combo que vous voulez partager, n'hésitez pas, ou alors si votre vidéo est de moins bonne qualité, je pourrais refaire la vidéo pour expliquer cette tactique, comme toujours dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, ce que vous aimeriez bien avoir comme petite vidéo. Là de mon côté, il reste les quelques cartes de l'extension austro-russe qu'il faut que je fasse, et on aura fini les cartes stratégie et on va pouvoir commencer à parler de plein d'autres sujets, et puis surtout j'espère pouvoir retourner une vidéo de partie entière contre mon ami Seb. Donc voilà. Donc écoutez, prenez soin de vous, à très vite et vive l'empereur.